Bonjour, je suis le docteur Louis Tellière. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2020, en pleine infection par le Covid, mais je ne suis pas là pour vous parler du Covid. Je suis là pour faire un point d'actualité sur le développement d'un test sur les Borrelia, un test que l'on a mis au point avec l'Université de Leicester, c'est-à-dire l'association à but non lucratif et caritative Félix, pour le diagnostic des infections à Borrelia. Il est basé sur un principe simple, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher le matériel génétique de la bactérie, comme le fait une PCR normale, on cherche celui de l'ennemi intime de cette bactérie, c'est-à-dire un virus, un phage, qui va la chasser, qui va injecter son matériel génétique à l'intérieur, et là, ça va se multiplier en des dizaines de répliques qui vont être libérées dans la circulation. Ça, c'est un point important. Autre scénario possible, le matériel génétique du virus se mélange à celui de la bactérie, reste dormant, et dans des circonstances diverses, changement de température, de pH, de pression antibiotique, autres diverses, se réveille, si on peut dire, et va dans le cytoplasme, et ensuite traverse la paroi et est libéré dans la circulation. Donc dans 5 millilitres de sang total, on a beaucoup plus de chances de trouver le matériel viral que celui de la bactérie. Donc nous avons calibré ce test et nous avons démontré cette beaucoup plus grande sensibilité que celui du PCR normal. Bien sûr, le test est aussi beaucoup plus supérieur au test sérologique, mais on s'y attendait, on connaît les résultats erratiques, très problématiques entre ELISA, Western blot, IgG, IgM, et surtout qui n'attestent pas si la bactérie est toujours là. Un autre test qui peut être intéressant, qui peut dire si c'est récent en tous les cas, quand il est très positif, c'est le TTL, test de transformation lymphoblastique, mais c'est un test fragile. Il suffit d'avoir un traitement antibiotique, immunomodulateur, corticoïde, d'avoir un système immunitaire qui ne fonctionne pas, et le test est modifié, ou qui fonctionne trop, au contraire, le test est modifié. Le temps d'exposition de l'antigène au lymphocyte aussi modifie le test. Donc c'est un test qu'on peut questionner, comme on dit. Voilà. Donc voilà, on a comparé tous ces tests, et on a une fois cette calibration faite, Leicester n'avait pas pour objet de le mettre à disposition du public. Nous avons cherché un partenaire privé qui pouvait le faire. Nous avons sélectionné Red Labs, qui est un laboratoire belge, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont très bien situés en Europe, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Deuxièmement parce qu'ils ont une facilité d'installation plutôt aux États-Unis, à Reno, dans le Nevada, donc pour les patients américains c'est important. Et troisièmement parce qu'ils maîtrisaient, et ils maîtrisent toujours, l'extraction de l'ADN manuel. Et ça c'est important pour être sûr d'avoir l'exhaustivité, l'intégralité du matériel ADN viral, et être sûr qu'il n'était pas contaminé par de l'ADN humain. Les méthodes d'extraction qu'utilisent souvent les PCR d'ailleurs automatisés, il peut y avoir quelquefois, sur ce test, des questions à se poser. Et on peut pas, il n'y a pas l'intégralité du matériel. Donc ce qui fait que c'était pour nous une sécurité. Deuxièmement, et ça permettait de continuer le développement. Deuxièmement, il vérifie tous leurs résultats positifs pendant le séquençage. Donc il y a très peu de faux négatifs, et il n'y a pas de faux positifs. Et donc, nous avons confié ce test, et depuis septembre, 2200, peut-être 2300 aujourd'hui, ont été effectués. Et là, nous avons eu quelques résultats intéressants. D'abord, la confirmation de la sensibilité supérieure du test, et deuxièmement, de trouver beaucoup plus de Miyamoto que si on s'y attendait. On a trouvé essentiellement dans les stades tardifs 25-30% de Miyamoto. Plusieurs explications. Soit c'est un effet de diagnostic parce qu'on est le seul test qui permet d'attester Miyamoto de manière assez sensible, donc un effet diagnostique. Deuxièmement, ça peut être aussi que Miyamoto dans ces stades tardifs est plus résistant aux antibiotiques, et donc si c'est le cas, donc il persisterait davantage. Donc si c'est le cas, il faudra peut-être penser à des traitements plus adaptés.
Troisièmement, ça peut être un autre effet. On sait que les bactéries échangent de l'information par les plasmides. On peut imaginer que les bactéries regroupées sous le même biofilm, dans le même tissu, groupe de bactéries échangeant leur information, les plasmides mis à Boteuil ont une information prédominante. Et petit à petit, les voisins, les cousines, sont transformés en type Miyamoto. En tous les cas, c'est à vérifier. Donc vous voyez, c'est assez enthousiasmant tout cela. Et surtout, comme ce test est une véritable amplification in vivo de la présence de bactéries vivantes, il permet un bon usage du médicament. C'est-à-dire que si il est négatif, on peut se poser la question si on va poursuivre les antibiotiques ou si c'est une autre co-infection. Ou alors si on n'a pas affaire à un syndrome immuno-inflammatoire. Par contre, si le test est positif et que les symptômes aussi correspondent, c'est un argument pour reprendre une antibiothérapie qui aurait été arrêtée ou qui aurait été stoppée. Donc c'est un bon usage du médicament et ça permet de combattre en tous les cas contre l'antibiorésistance. Voilà les nouvelles que je voulais vous donner. On continue les développements. Comme je l'ai dit au début, nous sommes au milieu de l'infection par le Covid, donc les malades de Lyme ne sont pas plus exposés que d'autres, mais ils peuvent avoir leur système immunitaire un peu plus fragilisé. Donc, vous médecins, protégez-vous, et vous patients aussi, protégez-vous. Protégez-vous, tenez à distance, écoutez les consignes qui sont données, et je reviendrai dans quelques semaines pour faire un autre point. Je vous salue, prudence, force et détermination. À bientôt, au revoir.